Cet épisode est réalisé grâce à la complicité de Plendy by Vinci Construction. Plendy, vous les connaissez, ils sont de vrais ambassadeurs de l'artisanat d'art et des métiers rares, que ce soit pour des créations avec des ateliers de bronziers, des sculpteurs de pierre, de plumassiers et bien d'autres. En fait, Plendy participe au rayonnement de l'ensemble des savoir-faire complètement incroyables qu'on a la chance d'avoir encore en France, pour des projets d'hôtels, des palaces, des résidences privées, mais aussi des boutiques historiques parisiennes. Et si vous aussi, architecte, décorateur, vous partagez cet amour de l'artisanat, des liens peuvent naître. Et d'ailleurs, je suis toujours hyper heureuse quand vous m'annoncez que des collaborations entre vous commencent. C'est assez dingue tout ce qui se passe grâce à ce podcast et j'espère que c'est que le début. Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Aguilar et vous écoutez Où est le beau, un podcast engagé qui souffle un vent nouveau sur le design, l'architecture et l'art. 2 fois par mois, je vous raconte l'histoire d'un objet de design ou d'une pièce de mobilier. L'objectif ici, c'est de mieux comprendre celles et ceux qui ont imaginé ces produits, que ce soit des pièces grand public que vous avez peut-être chez vous, mais aussi des pièces plus iconiques du design. Cette série s'appelle Le Design sur écoute et vous la trouverez toujours sur Où est le beau dans la liste normale des épisodes. Venez aussi découvrir le beau sur Instagram, c'est là que je suis le plus active. Bonne nouvelle, pour celles et ceux qui souhaiteraient découvrir tous les épisodes de Où est le beau en exclusivité, dès le mardi, donc 48 heures avant tout le monde, je vous donne rendez-vous sur le site de Elle.fr, dans la rubrique Elle Décoration, et sur les applications iOS et Android de Elle. L'année dernière, je vous avais parlé du parasol et je vous avais même dit d'enfiler vos plus belles espadrilles. C'était dans l'épisode 75. Je vous remets le lien dans les notes de cet épisode. Je faisais pas si bien dire parce qu'un an après, on va justement parler de ces espadrilles emblématiques du Pays Basque. Vous savez, ce sont ces chaussures avec une semelle en corne, donc soit en jute, soit en chanvre. Celles en chanvre sont cool. D'ailleurs, on peut les préférer parce que le chanvre a eu la merveilleuse idée de pousser avec beaucoup moins d'eau que le jute. Donc, c'est bon à savoir. Après, c'est vrai qu'une fois travaillé en corde, on verra pas vraiment la différence, surtout si on n'est pas spécialiste. Alors, ces espadrilles, elles peuvent être vos meilleurs amis pour aller à la plage, faire un tour de vélo ou aller au bar du coin, retrouver des amis par un soir d'été. Bon, c'est vrai qu'elles se portent plutôt au beau jour. Souvent d'ailleurs avec les cigales ou la mer pas loin. Ah, et tiens, voilà, un joli petit son qui va nous accompagner pendant cet épisode et qui va terminer de nous aider à nous imaginer en vacances. Et ça, pour une paire de chaussures, je trouve que avoir ce pouvoir-là, c'est assez dingue. Elles sont faciles à mettre, légères, elles ne prennent pas de place et elles ont beaucoup d'avantages, ces espadrilles. En plus, on va le voir, elles font partie d'un véritable patrimoine culturel. Moi, je suis complètement fan. J'en ai surtout des compensées en général, elles me quittent pas de l'été et ce sont un peu mes indispensables. Alors si, comme moi, vous êtes né dans les années 80, le mot espadrille va sûrement résonner et vous faire penser à une parodie d'une pub justement pour les espadrilles, une pub qui était complètement cliché et qui avait été faite par les nuls sur Canal+. Bon voilà, moi je me suis marrée en voyant cette chanson me revenir en tête en écrivant cet épisode et je me suis dit que je serais peut-être pas la seule. Alors ne perdons pas un instant de plus et retournons au cœur du sujet. À quand remonte l'invention de l'espadrille ? Rappelons que c'est quand même le principe de marcher sur une semelle en corde, donc en fibre végétale, et d'avoir ensuite le pied qui est tenu par quelque chose. Là, c'est la toile avec l'espadrille, mais c'est assez récent. En revanche, pour ce qui est de la semelle en fibre végétale, ça, c'est hyper ancien. On a fait de nombreuses recherches et découvertes qui nous montrent à quel point nous, les êtres humains, on n'a jamais trop aimé marcher pieds nus. On a retrouvé dans une grotte de l'Oregon aux États-Unis une paire de sandales en sauge. Elle date du Mésolithique, donc il y a plus de 10 000 ans. Donc ça fait vraiment très très longtemps. Ensuite, les Égyptiens, les Grecs ont tous agrémenté la fabuleuse histoire de la sandale. On fera peut-être un épisode un jour sur la sandale, mais aujourd'hui on va rester focus sur l'espadrille. En tout cas, ce petit aparté pour bien comprendre que la fibre végétale, on l'utilise depuis toujours pour ses propriétés de résistance et elle nous permet aussi, nous, êtres humains, de se souvenir que visiblement, ça fait un bail qu'on vit en sandales. Si vous êtes à Paris d'ailleurs et que vous êtes en panne d'inspiration, je vous conseille d'aller faire un tour au Louvre dans la partie antiquité, vous savez, égyptienne et grecque. C'est toujours alors déjà un moment merveilleux et puis c'est drôle parce que si vous y allez en faisant ce focus sur les chaussures et les sandales, on peut sortir de là en se disant que l'être humain s'est toujours plus ou moins senti en vacances. Alors certes, loin des caprices de la mode, mais en fait vous verrez que ces sandales étaient en plus assez belles dans la forme. Quand est-ce que l'on pourrait dater le début de quelque chose qui aurait ressemblé à une vraie espadrille qu'on connaît aujourd'hui ? Alors là, on va faire un super bond dans le temps. On n'est pas très très sûr, mais apparemment quand même, pour la forme moderne auquel on se rapproche le plus, on situerait certaines traces au XIIIe siècle, sous le règne de Pierre II d'Aragon. Bon, ça reste assez flou, donc on va pas trop s'étendre.
vous noterez quand même mon sérieux dans mes recherches, mais c'est vraiment au XVIIIe siècle que là, plusieurs fabrications auraient commencé entre le Pays Basque et la Catalogne. Au XIXe, l'espadrille se démocratise vraiment. En France, cette histoire d'espadrille va nous emmener voyager d'ailleurs au Pays Basque. Il y avait beaucoup d'artisans spécialisés dans le tressage manuel des semelles. Et d'ailleurs, cette technique est assez dingue. J'ai vu une vidéo là en préparant cet épisode d'un monsieur qui montrait ces gestes-là. C'est hyper beau. En gros, il pique la corde. En fait, il la tortille un peu comme un escargot pour l'assembler avec une forme de semelle. Et ensuite, pour qu'elle soit bien compacte, en fait, il la coud avec un outil qui peut ressembler à une grande aiguille géante. Je vous mets le lien de cette vidéo dans l'épisode pour ceux qui sont curieux. Donc en gros, les étapes de fabrication, c'est 1, on tresse et on pique la semelle en corde. 2, on vulcanise le caoutchouc à l'ancienne. Souvent dans des vieux moules, en fait, en gros, on met des petites billes de caoutchouc. Donc d'ailleurs, parfois, il est naturel. Et on le chauffe dans un moule. Et une fois que l'opération est terminée, en fait, on a la semelle en corde qui est solidarisée avec la semelle qui touchera, elle, le sol et qui est en caoutchouc. Ce serait d'ailleurs intéressant de savoir si, pour la fin de vie, on arrive bien à désolidariser un petit peu ces deux matériaux pour les revaloriser. Et en 3, on prépare les toiles. Donc là, côté toile, on a du coton, du lin, aussi beaucoup de polyester maintenant. Et parfois, d'ailleurs, on a l'impression que c'est des toiles végétales. En fait, non. Donc, il faut bien checker les étiquettes. Et souvent, en plus, ces entreprises sont labellisées Entreprises du patrimoine vivant, donc EPV, parce que tout est cousu main, etc. Donc l'espadrille, à ce moment-là, trouve son public. Elle fait son petit bout de chemin avec un pic au moment de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'en 39-45, il y a énormément de pénurie de matériaux. Donc l'espadrille en corde va être plébiscitée. Et ensuite, elles vont être un peu moins dans l'air du temps et elles vont redevenir hyper tendance dans les années 60-70, notamment grâce à Yves Saint Laurent qui va à ce moment-là retravailler l'espadrille classique plate en y ajoutant un talon compensé. Et là, c'est un énorme boom. Mais je vous accorde que là, on s'éloigne un peu de l'utilisation simple et décontractée de l'espadrille à la plage notamment. Et c'est drôle parce qu'en fait, j'ai vécu pendant 2 ans à la Grande Motte quand j'étais un peu plus jeune. Donc la fameuse station balnéaire dans le sud de la France. Et je peux vous dire que les espadrilles, c'était pas vraiment ce que je voyais le plus. Enfin, il y en avait. Mais c'était surtout la team Méduse là-bas. Bah oui, pour aller marcher sur les rochers, observer les poulpes et autres crabes. Vous savez, ce sont ces sandales en plastique souple, reconnaissables grâce à leurs semelles en picot, un bout arrondi et des brides avec une petite boucle sur le côté. Alors pour la petite histoire, elles ont été créées juste après la Seconde Guerre mondiale et elles vont un petit peu devenir le symbole de la plastic mania. On en voit aussi de toutes les couleurs. Elles ont beaucoup d'avantages car elles sont tout terrain. On peut marcher dans l'eau avec. Et quand on est petit, c'est un peu la clé pour aller explorer le terrain de jeu que sont la plage, la rivière, les criques, etc. Et en parallèle de l'aspect pratique, donc plutôt à destination des enfants, il y a eu tout cet effet de mode qui perdure encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc je sais pas vous, si vous êtes plutôt la team espadrille ou la team méduse ou aucune des deux d'ailleurs. En tout cas, quelle que soit la chaussure qui vous accompagne cet été, gardez un œil sur la provenance et la composition. Pour les espadrilles, en gros, en France, chaque année, il y a 12 millions de paires d'espadrilles qui sont vendues et seulement 3 millions qui sont fabriquées en France. Donc c'est un peu dommage parce que, en fait, une espadrille faite en France, donc plate, je crois qu'en fait, c'est autour des 30 € maximum. Et puis, il y a beaucoup d'entreprises du patrimoine vivant qui essaient de refaire vivre des territoires grâce à ces gestes, ces savoir-faire. Et ça, je trouve que ça va plutôt dans le bon sens. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Je remercie Plendy pour sa complicité. Et n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter sur mon site. Je vous ai mis le lien dans les notes. C'est www.ouestlebo.com. Si vous pensez que cet épisode peut plaire à quelqu'un de votre entourage, il vous suffit de cliquer sur partager. C'est une fonctionnalité qui se cache dans l'icône avec les 3 petits points sur votre application d'écoute. Et s'il vous reste 30 petites secondes, là tout de suite maintenant, ce serait top que vous notiez 5 étoiles le podcast ou que vous laissiez un petit commentaire. Ça permet aux algorithmes et aux curateurs des plateformes comme Apple Podcast de mieux référencer Où est le beau. Et comme d'habitude, on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous embrasse et à la semaine prochaine.